je vais appeler François Pellegrin qui va me rejoindre. Quelles obligations dans le résidentiel applicables immédiatement? Cette première table ronde. Ensuite, Francis Stifano pour Qualitel qui me rejoint. Cédric Daen pour le Cinéol. Donc ça, c'est la première table ronde qu'on fait. Et il y a, on a dit, vous voyez, je vous la présente. On a aussi une deuxième conférence sur laquelle il y aura Émilie Dorion, voilà, qui sera avec nous. Mais on a dit que, Émilie, vous viendrez avec nous avant voilà, pendant cette conférence. Il faut ouvrir les micros. Donc, normalement, il y avait un micro derrière vous, Francis. Voilà, c'est le bouton du bas. Ça devient vert quand c'est ouvert. Peut-être on peut commencer par un petit tour de table pour vous présenter. Donc, on a dit qu'on la faisait en deux étapes. Hein. C'est l'état des lieux aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, RE 2020. Bon, il y a déjà plein de choses à dire. Et puis, on aura une deuxième étape avec aussi Émilie. Là, on parlera plutôt de l'avenir. Et ça, c'est super. Voilà, alors peut-être un tour de table pour se présenter. François, alors… François Pellegrin, donc architecte Paris. Notre activité porte sur aussi bien 50% la rénovation que le neuf, surtout en secteur résidentiel. Et là, je représente ici l'UNSFA, qui est l'Union nationale des syndicats français d'architectes, qui est très attentive à ces questions et à la massification des rénovations comme à l'excellence de la conception par rapport à l'ARE 2020. Voilà, Francis Tifano. Francis Stifano, responsable d'activité énergie au sein de la direction des études de recherche de CERCAL, groupe Qualitel. Donc, on porte la certification NF Habitat, NF Habitat démarche HQE, et en lien effectivement à tout ce qui tourne autour de la RE 2020 et des mesures à réception. Voilà, merci. Émilie Dorion, AQC, pilote du projet Sereine. On va en reparler de Sereine sur la deuxième table ronde. Et Cédric Daen, syndicat Cinéol. Donc, le syndicat Cinéol, c'est le syndicat de la métrologie du bâtiment. Donc, je représente les mesureurs et j'exerce au sein d'un cabinet de mesure moi-même. Voilà, merci à tous les quatre d'être avec nous. Alors, on commence cette première table ronde. On avait dit, Francis, qu'on pouvait commencer peut-être par un petit cadrage d'historique pour rappeler les travaux qui ont été réalisés, où est-ce qu'on en est? Alors, oui, par rapport déjà, si on fait un peu un zoom arrière, il faut savoir que des premiers travaux avaient été lancés en 2017, notamment dans un contexte de préoccupation sanitaire. Et il y avait des travaux qui avaient été engagés 2017-2018 pour finalement aboutir sous la tutelle de l'AQC à un livre blanc sur la ventilation. Et le but, effectivement, de ce livre blanc, c'était de proposer en fait une attestation de prise en compte de la ventilation à réception des bâtiments. Et donc, in fine, on s'aperçoit que le challenge a été rempli parce que l'ARE 2020 embarque à réception, effectivement, cette attestation de prise en compte de la ventilation. Et donc, c'est le sujet dont on va parler par la suite. Alors, juste pour finir sur cette question-là, le livre blanc, il faut savoir qu'il a été co-signé en fait par différentes sociétés. Alors, je vais vous en citer quelques exemples, mais donc une vingtaine de signataires, dont l'association HQE, AQC, l'AVEMS, CAPEP, CERCAL, CEREMA, CETIAT, COPREC, Caustic, FFB, Efinergie, Cinéol, Uniclimat, Calibat, Union sociale pour l'habitat et la FPI. Cinéol aussi, j'espère que je n'en ai pas oublié, donc pour porter effectivement cette attestation de ventilation. Et donc, le relais a été bien pris parce que ce sujet-là a été pris en compte par les pouvoirs publics et on aboutit effectivement à l'intégration dans la RE 2020, ce qui est un beau challenge parce que la ventilation, ça fait des années qu'on en parlait. Et donc là, je pense qu'on a fait un gros pas. Maintenant, c'est l'application qui va arriver. On va en parler. Alors, donc, effectivement, en termes d'application, Cédric, qu'est-ce qui est imposé dans le cadre réglementaire sur la partie ventilation, oui. Sur la ventilation, donc ça concerne spécifiquement les bâtiments résidentiels, donc les maisons et les logements collectifs. Et donc, ça consiste en un contrôle, une vérification du système de ventilation à réception qui va se dérouler en 3 phases. On a d'abord ce qu'on appelle une pré-inspection, vous l'aurez plus en détail tout à l'heure, donc une étude documentaire en amont, un contrôle visuel sur site et enfin des mesures au niveau des bouches qui sont essentiellement des mesures de pression et de débit en fonction du type de bouche auquel on a affaire.
Est-ce qu'on peut dire autre chose sur… Alors après, bon, l'autre nouveauté qui est liée à ça, c'est que l'attestation de prise en compte de la réglementation qui est éditée à la fin du chantier va indiquer si ces contrôles ont bien été faits et est-ce que les résultats étaient conformes, ce qu'on n'avait pas avant, bien évidemment. Et donc, c'est une conformité réglementaire de premier plan dans le cadre de cette réglementation environnementale. Oui. François Pellegrin, pour les architectes, qu'est-ce que ça change alors, du coup, cette nouvelle RE 2020 ? Elle change beaucoup de choses, et dans le bon sens, puisqu'enfin, on sort des RT, des régulations thermiques, purement thermiques, pour élargir le scope et embarquer des préoccupations comme la qualité de l'air, comme le bilan carbone. Donc, je veux dire, il y a un continuum, il y a une chaîne d'acteurs. Il faut que chacun monte en compétence pour que, dès le programme, je dirais, le maître d'ouvrage installe le bon sujet, ensuite s'entoure d'une maîtrise d'œuvre qui puisse faire les bonnes approches, les bonnes études, les bons dimensionnements, et ensuite qu'on puisse faire un appel d'offres sérieux qui permette de retenir de bonnes entreprises. Et après, c'est une promenade de santé, en principe. Mais donc, je veux dire juste, faut insister. Enfin, on n'aura pas de bons résultats à la fin s'il n'y a pas une chaîne qui a bien fonctionné depuis le début. Et la maîtrise d'œuvre sur les chantiers, elle fait de l'autocontrôle en permanence. On n'attend pas les dernières semaines d'OPR pour aller, préparation préalable à la réception, pour aller faire des mesures. Il doit y avoir des autocontrôles d'entreprise, une vigilance de la maîtrise d'œuvre, et puis, in fine, on a une attestation 100% positive. Oui, au niveau des autocontrôles, donc Cédric, est-ce que les entreprises aujourd'hui font des autocontrôles et qu'est-ce que ça va changer pour elles, cette nouvelle RE 2020 ? Alors, l'objectif, c'est qu'il les fasse. Effectivement, les résultats montrent que ça n'a peut-être pas été toujours bien fait ou fait, donc tant mieux, il faut qu'il les fasse. Après, il y aura les contrôles à réception, où là, on est sur un domaine un peu particulier qui est réglementé, donc il faudra que les gens soient qualifiés Qualibat 8741, parce que pour l'instant, c'est l'organisme de qualification qui a été retenu. Et les gens qui pourront faire ces contrôles à réception sont soit des mesureurs indépendants, ce qu'on appelle un contrôle tierce partie, soit les installateurs eux-mêmes, sous condition qu'ils aient la responsabilité de l'ensemble du lot ventilation, c'est-à-dire pas simplement l'installation du moteur et des réseaux, mais qui gèrent aussi les passages de transit, c'est-à-dire les détalonnages de portes, les entrées d'air et leur pose sur les menuiseries. Oui, je voyais Francis qui avait envie de rajouter quelque chose. Oui, et pour préciser aussi, c'est que les opérateurs qui vont travailler au sein de ces entreprises ont obligation aussi d'être qualifiés. Oui, que ce si soit on peut préciser. Oui, que ce soit en entreprise ou une tierce partie, les gens devront être titulaires d'une qualification qui est une qualification de personne. C'est-à-dire que l'entreprise est qualifiée au travers de ses opérateurs, que ce soit un plombier, un électricien ou l'entreprise de vérification. Et c'est uniquement la personne qui est détentrice de la qualification qui est autorisée à faire ces contrôles. Oui, mais dans les entreprises, pour l'autocontrôle, est-ce que les entreprises doivent être qualifiées pour faire les autocontrôles ou pas forcément Francis ou Cédric vous voulez tous prendre le micro. Elles doivent être qualifiées pour le métier ou la tâche qu'elles ont à accomplir. Ça, c'est une chose que la maîtrise d'œuvre vérifie au moment de l'appel d'offres. Quand on reçoit les réponses des entreprises, il n'y a pas que la réponse et l'offre technique. Il y a la méthodologie et il y a les attestations qu'elles peuvent mettre sur la table pour montrer qu'elles sont qualifiées ou qu'elles ont les références équivalentes pour faire ce chantier en bonne et due forme. Oui. Ouais, puis les autocontrôles font partie intégrante de leur lot, puisqu'en fait, l'autocontrôle, c'est aussi la mise au point du réseau qu'on est en train d'installer. Si on veut qu'il fonctionne bien, il faut faire les réglages, et les réglages, c'est notamment ces autocontrôles. Oui, Francis, je t'ai coupé le micro tout à l'heure. Émilie, s'il y a besoin de prendre la parole, vous prenez la parole, hein, bien sûr. En termes si on regarde en termes de personnes qui peuvent le réaliser, en termes de volume d'activité, Cédric, est-ce que ça va augmenter cette RE 2020 du nombre de contrôles? C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être, si on fait un état des lieux de la population qui réalise ces contrôles, il y a combien de personnes? Et puis demain, il faudra combien de personnes? Si on fait un parallèle, l'autre mesure obligatoire réglementaire en France, c'est les tests d'étanchéité à l'air qui sont sur le résidentiel. Donc on est sur quelque chose de tout à fait comparable. Aujourd'hui, en France, ça représente à peu près 800 opérateurs. 800 personnes physiques. Physiques, oui. 800 personnes, oui. Donc, et d'à peu près 200 entreprises. Donc, on peut augurer qu'on va être sur quelque chose de sensiblement similaire, puisque c'est une mesure qui va se faire au même moment. Et à mon avis, dans la grande majorité des cas, par les mêmes personnes qui vont demander cette qualification. Oui, donc on voit qu'il y avait une montée en charge et en compétences. Est-ce que Francis, il va y avoir suffisamment de
on va arriver à monter en charge, vous pensez, sur les entreprises qui pourront répondre à ces contrôles? Oui, je dirais la RE 2020, juste pour rappel, c'est une date d'application notamment pour le résidentiel au 1er janvier 2022. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, les premières opérations, on le voit en côté certification, elles vont arriver dans les prochains mois. Là, on est au stade quand même avant-projet. Tous les, je dirais, les anciennes opérations ont été déposées avec un permis de construire antérieur au 1er janvier 2022. Donc, il est clair qu'on a encore un peu de temps, mais d'où l'intérêt effectivement de ce grand circuit pour parler et de rentrer dans le détail, notamment avec Thibaut tout à l'heure, sur le contenu de ce protocole et ce qui va effectivement être attendu pour les entreprises et pour les tierces parties mesureurs. Oui, on voulait en parler d'ailleurs, entre les différences entre les labels RT 2012 et RE 2020. Qu'est-ce que ça va changer sur ces labels? Alors, déjà, je dirais, première chose, c'est que déjà réglementairement, ce qu'il faut noter, c'est que on mesure effectivement mesure d'ébipression obligatoire avec la RE 2020. Sur les labels, ça me semble un peu prématuré de vous parler aujourd'hui des labels RE 2020 parce qu'on est en plein dans les groupes de travail et qu'aujourd'hui, je ne vais pas anticiper effectivement le positionnement de l'État sur le futur label HP2E qui est inscrit dans le texte de loi ou au niveau des labels Effinergie 2022 ou bas carbone 2022. Aujourd'hui, c'est prématuré. On peut penser effectivement que sur les labels Effinergie et d'autres, on ira effectivement plus loin sur la mesure, mais aujourd'hui, c'est prématuré pour en parler. On avait parlé aussi de pénalités, là je tire le fil, on avait parlé de pénalités sur les calculs, les méthodes par échantillonnage ou global. Alors je vois, là, ça fait partie des notes. Oui, alors si on peut faire un zoom en arrière par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, alors Cédric l'a dit tout à l'heure, sur la mesure de perméabilité à l'air des bâtiments, aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est que la RE 2020 aujourd'hui est dans la continuité de ce qu'on connaît sur la RT 2012, c'est-à-dire que le niveau de perméabilité, alors bon, excusez-moi pour ceux qui ne seront pas techniques, mais le niveau de perméabilité Q4P à surf est de 0,6 en maison individuelle en RT 2012 et de 1 en immeuble collectif en RT 2012. Aujourd'hui, dans le cadre de la RE 2020, ce dispositif a été, reconduit, merci. Et donc, on est aussi en 0,6 en maison individuelle et 1 en immeuble collectif. La seule petite subtilité qui est arrivée, c'est dans le cas où vous faites une mesure de perméabilité par échantillon en RE 2020, il faut savoir que les valeurs mesurées par échantillon sont pénalisées de 1,2. Ça veut dire qu'en gros, soit vous faites une mesure au bâtiment, vous avez une valeur de 1, soit vous faites une mesure par échantillon, vous divisez 1 par 1,2, ça fait 0,83. Donc en gros, bon an, mal an, ça veut dire que si vous faites par échantillon, il faut qu'en moyenne, vous ayez une valeur de 0,83 avec la pénalité de 20%. Voilà. Oui. Les maîtres d'ouvrage, entre répartition entre échantillons ou totalité, comment est-ce qu'ils répartissent leurs opérations? Est-ce qu'on a un retour d'expérience? Oui, aujourd'hui, ils travaillent majoritairement par échantillonnage pour des raisons de coûts évidents, bien évidemment, parce que si on a un immeuble de 150 logements, qu'il faut mesurer les 150 logements, ça va commencer à coûter un peu, ça va être compliqué à organiser, donc ils ont tendance à privilégier l'échantillonnage des logements. Si on est sur un immeuble de plus de 30 logements, par exemple, ils vont en mesurer 6 et vous comprendrez aisément que ce n'est pas le même coût. Oui, mais donc du coup, il va y avoir une pénalité, c'est ce que disait Francis, sur la mesure. Voilà, alors il y a une pénalité qui ne devrait pas être trop pénalisante, pour ainsi dire, sur la majorité des programmes de construction en immeuble collectif particulièrement. Je pense que ce sera plus pénalisant au niveau de la maison individuelle, on part d'un seuil qui est déjà plus bas. Ça va surtout être problématique sur des bâtiments plus particuliers, qui sont par exemple les résidences étudiantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des bâtiments où il est plus compliqué d'atteindre l'objectif de 1 déjà par échantillonnage. Donc avec la pénalité, je pense qu'ils vont être fortement incités à les mesurer en entier. Ah oui, donc ça risque de changer. Donc c'est plus de travail aussi pour les opérateurs, mais, et donc des coûts aussi pour les maîtres d'ouvrage. Il faut un matériel beaucoup plus conséquent pour mesurer le bâtiment en entier. Et puis, si on est sur 150 chambres étudiantes, ça veut dire qu'il y a 300 entrées d'air à boucher, donc ça demande un peu de préparation. Oui, ça va être une autre manière d'aborder les choses. Francis, est-ce que ça a des impacts aussi sur les études et les coûts de construction, finalement, ces nouveaux contrôles? C'était Francis ou François? François, pardon. François, excusez-moi. Oui, enfin, faire bien du premier coup, ça coûte toujours moins cher. Mais ça suppose d'avoir investi ce qu'il fallait avant, en amont.
Voilà, c'est un petit problème qu'on a du mal à intégrer, je pense, avec certains acteurs. C'est que s'installer dans l'excellence, ça commence, comme j'ai dit, dès le début. Il faut donner du temps pour faire des études. Aujourd'hui, on a des outils fantastiques. Le BIM, la modélisation 3D renseignée, permet à une maîtrise d'œuvre avant appel d'offres, d'avoir simulé la bonne implantation des gaines, le bon dimensionnement, ce qui d'ailleurs va nous aider, puisque quand on aura à faire le bilan carbone au moment du dépôt du permis de construire, il faudra bien avoir ces maîtres. Et là, c'est une première difficulté, c'est que très souvent, ces missions de maîtres ne sont pas confiées à la maîtrise d'œuvre en France, c'est une pratique plutôt anglo-saxonne. Et donc là, les maîtres d'ouvrage qui se forment à l'ERE 2020, je fais quelques formations, découvrent qu'effectivement, le périmètre des missions va devoir évoluer pour que cette phase de conception soit plus aboutie, avec peut-être un petit peu plus de délai, de façon à ce que derrière, on n'ait pas de surprise. Alors, on a une question là, parce que je prenais une question oui, d'accord. en même temps. C'est qui dit que la question est la suivante. On rencontre aujourd'hui de gros problèmes qui sont les suivants. Toutes les maisons individuelles neuves ne sont pas testées à la perméabilité à l'air lorsqu'elles sont terminées. Pourquoi ne pas mettre en place des contrôles des mairies ou agglomérations afin que 100% des maisons soient testées? Alors, il y a différentes raisons qui font que toutes les maisons ne sont pas testées. Bon, il y a déjà l'échantillonnage dont on parlait tout à l'heure, puisque si j'ai plusieurs maisons sur un même permis de construire, je vais échantillonner, je vais faire 10% des maisons avec un minimum de 3. Donc ça, c'est la première. La deuxième raison, ça peut être la démarche qualité, dont parlera peut-être un peu plus facilement Francis que moi. Donc la démarche qualité, c'est une démarche qualité au sens de l'ISO liée à la perméabilité à l'air, qui autorise un constructeur de maisons individuelles de mesurer un échantillon de maisons produites dans l'année plutôt que de toutes les mesurer. Donc là, on est dans un cadre qui est conforme à la réglementation et je n'ai pas de débat. Après, effectivement, moi, j'ai des remontées de nombreux adhérents qui nous disent que des maisons ne sont pas testées alors qu'elles le devraient, parce qu'elles ne sont dans aucun des deux cadres précités. Ce n'est pas de l'échantillonnage d'un permis individuel groupé, c'est une maison toute seule. Et on n'est pas dans le cadre d'une démarche qualité. Donc là, on a une réelle non-conformité réglementaire. Donc nous, on a déjà mené des actions à ce sujet-là. On a fait un courrier dans un premier temps au notaire. Alors, notamment, bon, ils sont là dans le cadre d'une vente neuve, mais ils sont surtout là dans le cadre de la revente. Donc c'est un élément maintenant qui est vérifié par les chambres de notaires quand il y a une revente, de vérifier qu'on ait bien cette attestation de conformité et qu'elle soit bien remplie et complète, parce que souvent, le test n'est pas fait, mais l'attestation de conformité non plus. Et on a fait un deuxième courrier aux organismes instructeurs que sont les coms d'agglo, les services d'urbanisme des municipalités, où on a eu quelques retours. Et puis, on va continuer à marteler cette information pour être sûr que les gens vérifient bien ça. Il y a des pénalités là qui sont liées quand on… si c'est non conforme, si vous avez un CRC derrière, vous avez une obligation de conformité. CRC, alors c'est les contrôles de conformité aux règles de la construction. Et donc, là, c'est du pénal. Ça peut aller jusqu'à la prison. Je crois que c'est une amende assez conséquente aussi, en plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines. 45 000 € d'amende, vous voyez. Et même si vous payez l'amende, vous devez mettre en conformité. Ah oui, donc effectivement, on a intérêt à y aller. François, tu levais la main. Je reviens au rôle de la maîtrise d'œuvre qui agit pour le compte de son client, le maître d'ouvrage. Alors, c'est vrai que la maison individuelle peut être un cas particulier. Si c'est le cas des constructeurs, on n'intervient pas nous là-dessus. Mais je reviens sur la nécessité des autocontrôles. On les met dans les marchés. C'est nous qui rédigeons les appels d'offres. Et dans ces appels d'offres, on doit expliquer à l'entreprise qu'en dehors de ce contrôle final qui est réglementaire, elle a des obligations qu'on rappelle dans le marché et on doit être vigilant pour s'assurer que ces autocontrôles, soit d'étanchéité à l'air ou la ventilation, soient effectivement réalisés. Il faut rappeler à l'entreprise, avant qu'elle signe son marché, tout ce qu'il y a dedans. Oui, on voit les risques qu'il y a et les pénalités qu'il peut y avoir. Francis, est-ce qu'il y avait autre chose à dire sur cette première table ronde? Je vois que tu avais des notes d'un point de vue réglementaire qu'on aurait oublié sur ce qu'il en est. Je parle aussi Cédric. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur cette première table ronde avant de passer sur la partie plus à venir? Sur les pénalités, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, mais volontairement avec Francis, puisqu'on est tous les deux en plein dedans, c'est la pénalité à 0,3. C'est ça. Vous ne l'avez pas abordé volontairement, mais vous allez l'aborder du coup. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on est reparti sur autre chose. Donc, en fait, il est écrit aussi dans les textes, il y a une phrase qui est relativement importante aujourd'hui, qui est remontée notamment jusqu'au ministère. Il est précisé effectivement que dans le cas de travaux pouvant affecter la perméabilité à l'air des logements,
qui reste à réaliser après la livraison et en l'absence de réservation évitant toute création de fuite lors de ces travaux, les valeurs de perméabilité obtenues sont augmentées de 0,3 mètres cubes par heure et par mètre carré de paroi. Donc, cette pénalisation aujourd'hui fait l'objet d'interprétations et est remontée auprès des opérateurs sur le terrain, des opérateurs mesureurs. Ça a été remonté auprès par Cinéol, par Cercal, par l'association Effinergie, par une proposition faite au niveau du ministère pour pouvoir comprendre comment on applique cette pénalisation de 0,30 qui peut s'appliquer et sur du one-shot, c'est-à-dire quand on fait une mesure à réception, ou dans le cadre de la démarche qualité portée par certains organismes certificateurs, dont Promotelec Service et dont aussi Cercal Qualité de Formation en démarche qualité. Donc, il faut qu'on ait une réponse sur la pénalisation de 0,30. C'est dans les mains aujourd'hui du ministère et de CIREMA pour avoir une réponse précise à la profession. Voilà. Oui, Cédric, J'en dirai pas plus que Francis, je suis comme lui, j'attends. Malheureusement. est-ce qu'aujourd'hui vous êtes coincé en tant que mesureur On a beaucoup de questions de nos nombreux mesureurs parce que déjà leurs clients commencent à leur poser la question et ils souhaiteraient pouvoir y répondre. Et on n'est pas capable aujourd'hui de donner une réponse précise là-dessus parce qu'on ne peut pas statuer tant qu'on n'a pas l'avis du ministère. Ouais. On peut dire qu'aujourd'hui, sur la RE 2020, on parle sur les mesures et contrôles, toute la réglementation a été parue, tout est à peu près clair, sauf ce point de vigilance. Sur toute la réglementation sur le logement. Sur le logement, oui. Alors, oui, juste, vous me tendez la perche, Xavier. Donc, le logement, tout est prêt. Je dirais maintenant, on peut appliquer depuis le 1er janvier. Il faut savoir qu'il y a un décret qui est paru, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 2 mars, ou 1er mars, qui embarque effectivement l'application sur le tertiaire, bureau, usage d'enseignement primaire et secondaire. Il faut savoir que ce décret, normalement, devrait être suivi dans les prochaines semaines d'un arrêté d'application qui va le compléter. Et après, on est prêt au 1er juillet 2022, c'est ça, pour appliquer les premiers niveaux du tertiaire, c'est-à-dire, si je résume, bureau, enseignement primaire et secondaire. Oui, là, Voilà. là on arrive finalement donc, sur tout ce qui est logement, ça c'est bon.